Bonjour, nous poursuivons notre cours sur les espaces vectoriels, c'est le cours numéro 3 et il porte sur le paragraphe 4, sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs, ou bien une partie, et famille génératrice. Alors, je vous rappelle qu'on travaille dans un espace vectoriel, E pour les lois plus et points, qui est un K espace vectoriel, K est le corps de base, qui est R, E ou C. Alors, point 4.1, notion de combinaison linéaire, c'est en fait une généralisation. Vous m'avez souvent entendu parler de combinaison linéaire de deux vecteurs. À chaque fois qu'on a rencontré des expressions du type lambda U plus mu V, je disais que c'était une combinaison linéaire de U et V. Lambda et mu étant des scalaires dans l'expression que je viens de citer. La définition 1 donne une généralisation de cette notion. Je commence par des familles finies de vecteurs pour aller vers des familles quelconques et des parties ensuite. Ceci constitue un détail, enfin une façon de détailler ce qui est dans le polycopier. Prenons donc une famille x1, x2 jusqu'à xn de n vecteurs, autrement dit un n-uplet de vecteurs de E. Une CL, alors j'écrirai CL au lieu de combinaison linéaire pour gagner de la place au tableau. Une écriture plus synthétique. Je reprends une combinaison linéaire des vecteurs de F, de cette famille, donc, qui est un vecteur V. Ça, c'est important. Une combinaison linéaire de vecteurs, c'est un vecteur. Mais un vecteur V, pour lequel il existe des scalaires, lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n, tels que V est la somme lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda n xn. Ici, on pourra noter V égale somme pour k égale 1 jusqu'à n dvk, où ici le symbole sigma fait référence à la somme de vecteurs. Alors prenons un exemple très simple pour fixer les idées. Plaçons-nous dans R4 et considérons ces trois vecteurs x1, 1, 1, 0, 0, x2, moins 1, 1, 0, 0 et x3, 0, 0, 1, 0. Alors, prenons deux vecteurs par ailleurs dans grand E, V1 et V2. V1, 1, 3, moins 4, 0. Un tout petit calcul montre que V1 c'est 2x1 plus x2 moins 4 x3. Regardez par exemple pour les premières composantes. 2 fois 1 moins 1 plus moins 4 fois 0, ça fait bien 1. Autrement dit, V1 est une combinaison linéaire de x1, x2, x3. En revanche, si je prends V2, le vecteur qui partage les trois composantes de V1, mais qui a un 1 en quatrième composante, autrement dit 1, 3, moins 4, 1, vous voyez qu'il n'y a aucune chance de trouver des scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui font que ce vecteur est lambda 1 x1 plus lambda 2 plus lambda 3 x3. En effet, un tel vecteur aurait forcément 0 en quatrième composante. Alors ici, j'ai 1 en quatrième composante. Autrement dit, ceci, ça n'est pas une combinaison linéaire de x1, x2, x3. Alors, dans R4, les trois vecteurs qui sont là sont tels que certains vecteurs sont combinaisons linéaires d'eux, d'autres ne le sont pas. On dira que cette famille n'est pas génératrice de R4, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Alors, on peut généraliser la notion de combinaison linéaire à une famille quelconque de vecteurs de E. Prenons-en une, je l'ai noté xi quand i décrit grand I. Ici, i est un ensemble quelconque. Cela peut être grand N, par exemple. Dans ces cas-là, xi quand i varie dans grand N est ce qu'on appelle une suite de vecteurs. Alors, une combinaison linéaire de vecteurs de cette famille, c'est un vecteur, encore une fois, c'est un vecteur de E, que j'ai appelé ici V, pour lequel, alors, attention, il existe un entier N et des scalaires lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda N dans K, et des indices I1, I2 jusqu'à IN, appartenant à l'ensemble des indices,
tel que V égale lambda 1 xi1 plus lambda 2 xi2 plus lambda n xin, que l'on peut écrire plus rapidement, somme pour k égale 1 jusqu'à n, des lambda k xik. Remarquez qu'ici, il faut qu'il y ait au moins un vecteur, on va mettre n dans n étoile. Ce qu'il est important de comprendre, c'est pour que V soit une combinaison linéaire des xi, xi étant les vecteurs de grand F, il faut que ce soit la somme de scalaires fois un nombre fini de ces vecteurs. Le choix de I1, I2, IN correspond à un choix fini en nombre n des indices d'un grand I, donc des vecteurs x, indice petit i. Donnons un petit exemple qu'on utilise souvent, c'est celui que j'ai pris en introduction quand I est un grand N. Prenons un polynôme P dans K de x. Alors, tout polynôme dans K de x est une combinaison linéaire de vecteurs d'une famille un petit peu spéciale, la famille des puissances de grand X. X, c'est ce qu'on a appelé l'indéterminé. XI, donc X exposant I, quand I décrit N. L'indissage ici est bien sûr muet, on peut écrire la famille des X exposant K quand K appartient à grand N. Une remarque, ici, la famille que l'on considère, c'est la famille des X exposant K, K appartenant à grand N, est infinie, mais toute CL de vecteur de F, polynôme, ça s'appelle un polynôme, hein, est une somme finie alors de ce que l'on a appelé constante fois x exposant k, c'est-à-dire finie de monômes. À retenir, une combinaison linéaire de vecteurs est forcément une somme finie d'objets de la forme lambda k xk, où lambda k sont des scalaires et xk sont des vecteurs. Généralisons dans une définition 3 la notion de combinaison linéaire. On prend cette fois une partie de E, c'est-à-dire un sous-ensemble quelconque de E, pas tout à fait quelconque, on suppose qu'il est non vide. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler combinaison linéaire de vecteurs de A? C'est tout simplement une combinaison linéaire d'une famille finie, ça c'est important, une famille finie de vecteurs de A. Donc vous voyez que c'est assez proche de la notion de combinaison linéaire d'une famille quelconque. Il faut choisir une sous-famille finie d'éléments de A pour construire une combinaison linéaire de vecteurs de grand A. Alors, passons au point 4.2 sur les sous-espaces vectoriels engendrés par une partie ou une famille. Alors, j'ai choisi de commencer par le cas le plus simple, le cas d'une famille finie, qu'on a vu aussi comme exemple le plus simple au moment des combinaisons linéaires. Alors, prenons une famille finie qui contient les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn. Vous voyez qu'elle appartient à E exposant n. Alors, on va noter temporairement, vous verrez qu'après, cet objet sera noté vect de grand F. Pour l'instant, je l'appelle CL pour combinaison linéaire. Donc, je note CL de F, l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de F. Avec les notations mises en place précédemment, CL de grand F, c'est l'ensemble de tous les objets, et donc vecteurs qui s'écrivent la somme pour k égale 1 jusqu'à n des lambda k xk, xk étant les vecteurs de grand F, lorsque les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n varient dans k exposant n. Alors, une propriété qui est intéressante, c'est que CL de grand F est un sous-espace vectoriel de E. Alors, la preuve peut s'écrire assez simplement. Une combinaison linéaire, deux combinaisons linéaires des vecteurs de grand F est encore une combinaison linéaire des vecteurs de grand F.
On peut peut-être visualiser ça assez simplement si on prend un U qui est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des lambda k xk, un V qui est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des mu k xk. Autrement dit, si on prend deux éléments de CL de f, si je prends un scalaire alpha et un scalaire bêta, je peux calculer alpha u plus bêta v. Alors, je vous laisse détailler le calcul, mais il est à peu près clair que l'on va trouver une somme pour k égale 1 jusqu'à n des scalaires fois les xk, autrement dit des gamma k x exposant k. Autrement dit, dans ces cas-là, ça encore, ça appartient à CL de f. Ce que l'on a montré ici en vert montre que CL de f est stable par combinaison linéaire. Alors, ce que l'on appelait combinaison linéaire jusqu'à présent, c'est-à-dire combinaison linéaire de deux de ce vecteur, en fait on peut généraliser. Toute combinaison linéaire de CL de f est encore une combinaison linéaire de éléments de grand F. Reprenons avec les notations données précédemment. Grand F est la famille contenant les vecteurs x1 jusqu'à xn. On a noté CL de grand F, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de grand F, ici x1 jusqu'à xn. On vient de voir que CL de grand F est un sous-espace vectoriel de grand E. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il contient grand F. Il compte tous les vecteurs de grand F sont dans CL de f. En effet, un vecteur de f est une combinaison linéaire des vecteurs de f. Regardez par exemple, si je prends xk, il suffit ici de l'écrire 0x1, plus ici des 0 jusqu'à 1xk, plus ici des 0, plus ici des 0, plus 0xn. Autrement dit, xk est une combinaison linéaire de grand F qui correspond au nuplet 0, 0, 0, ici 1 et 0, 0, 0. Ici, j'aurais pu mettre 0, x indice k moins 1 et 0, x indice k plus 1. Donc, CL de f est un sous-espace vectoriel de E. Il contient la famille F. Supposons maintenant que G soit un sous-espace vectoriel de E qui contient la famille F. Alors, comme c'est un sous-espace vectoriel de E, s'il contient les vecteurs de F, il contient toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de F. Parce que G doit être stable par combinaison linéaire. Donc, s'il contient les vecteurs de F, il contient aussi CL de F. On écrit CL de F inclus dans G. Autrement dit, si G est un sous-espace vectoriel de E contenant F, CL de F est inclus dans G. Ceci assure que CL de F est le plus petit sous-espace vectoriel de grand E, plus petit pour l'inclusion bien sûr, qui contient grand F. Alors, on peut voir que c'est aussi l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant grand F. Je vous donne une idée de la démonstration. Je ne reprends pas tout à fait les notations du polycopier, mais par exemple, si on appelle I l'intersection de tous les G où G est un SV et G contient la famille grand F, vous pouvez assez facilement montrer que I est le plus petit sous-espace vectoriel de grand E contenant grand F. Vous voyez, déjà c'est un sous-espace vectoriel parce que c'est une intersection. Le fait que ce soit le plus petit, c'est le fait que l'intersection donne le minimum d'une famille d'ensemble, minimum toujours bien sûr, pour l'inclusion. Alors, on retiendra surtout que l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille est le plus petit sous-espace vectoriel contenant cette famille.
On change donc de notation pour faire apparaître le fait que c'est un espace vectoriel. Au lieu de CL de F, qui était ma notation temporaire, on écrit VECT, vect. Alors on dit vect de grand F. Alors on le note plutôt qu'on le dit. On essayera de le dire l'espace vectoriel engendré par F. Alors l'espace vectoriel engendré par F, voilà le vocabulaire qu'il faut retenir. C'est ce que nous appelions précédemment CL de grand F et que nous avons noté vect F. Attention, ce n'est qu'une notation, il faut savoir ce que cela signifie. Je résume l'étude précédente dans une définition-proposition, soit x1 jusqu'à xn des vecteurs de grand E, n étant au moins 1. L'espace vect, on appelle vect de x1 jusqu'à xn, ou espace vectoriel engendré par x1 jusqu'à xn. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires de x1, x2 jusqu'à xn. C'est le plus petit sous-espace vectoriel de grand E contenant x1, x2 jusqu'à xn. Et accessoirement, c'est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant x1 jusqu'à xn. Mais retenez essentiellement ces deux points. Alors, ceci c'était dans le cadre d'une famille finie. On généralise cette définition. Cas général, soit grand F une famille quelconque d'éléments. Les éléments, ce sont des vecteurs de grand E. L'espace vectoriel engendré par F, notez vect F. Et là encore, l'ensemble des combinaisons linéaires de vecteurs de F. C'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant les vecteurs de la famille F. Hop. Je rappelle que ici la famille F peut être infinie, mais que dans l'ensemble vectoriel, l'espace vectoriel engendré par F, il n'y a que des combinaisons linéaires finies d'éléments de la famille F. C'est important. Prenons un cas encore plus général, celui d'une partie de E, c'est-à-dire d'un sous-ensemble de E. Prenons-le simplement non vide pour l'instant. Alors, le plus petit sous-espace vectoriel de grand E contenant A, bon, on montre qu'il existe en le construisant. C'est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant A. Il s'appelle le sous-espace vectoriel engendré par A. On dit aussi engendré par A dans le grand E. Et on le note vect A. Quelques petites remarques. Regardez ici, si A ne contient que le singleton 0, son espace engendré, c'est lui-même. Alors, en revanche, il nous faut prendre une convention. Si A est vide, qu'est-ce qu'on dit pour être l'espace vectoriel engendré par vide? Alors, on reprend l'idée, le plus petit sous-espace vectoriel contenant vide. Là, c'est tout simplement le plus petit sous-espace vectoriel tout court. Là aussi, c'est 0. Une notion qui est importante va alors apparaître, celle de famille génératrice. Alors, c'est très lié à la notion d'espace vectoriel engendré. Commençons par prendre un sous-espace vectoriel de grand E. Je l'ai appelé G pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le nom de la famille qui sera grand F un petit peu plus tard. Donc soit G, un sous-espace vectoriel de grand E, et x1 jusqu'à xn, n vecteurs à l'intérieur de G. On dit que cette famille, x1, x2 jusqu'à xn, est génératrice de G, ou alors qu'elle engendre G, si et seulement si G est l'espace vectoriel engendré par x1 jusqu'à xn. Cela signifie que tous les vecteurs de G peuvent s'écrire comme des combinaisons linéaires de x1, xn, à savoir, quel que soit v appartenant à G, il existe lambda 1 jusqu'à lambda n appartenant à k exposant n et vérifiant v est la somme pour k égale
jusqu'à n des lambda k xk. Voilà, cette définition est à retenir pour le mot génératrice de grand G. Un cas important de ce que nous venons de dire est celui où G, c'est E tout entier. Alors, la famille, pour l'instant finie, x1, x2 jusqu'à xn est dite génératrice de E si E est l'espace vectoriel engendré par x1 jusqu'à xn. Ceci a lieu si et seulement si, quel que soit V appartenant à E, il existe lambda 1 jusqu'à lambda n appartenant à K exposant n et vérifiant V est la somme des lambda K xk pour K allant de 1 jusqu'à n. Oui, attention, hein, il y a dans cette égalité une inclusion qui est évidente. L'espace vectoriel engendré par x1 jusqu'à xn est forcément inclus dans E. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de grand E. Donc, il est inclus dans E. Comme tout à l'heure, d'ailleurs, si je prends des vecteurs dans G, l'espace vectoriel engendré par ceci est un sous-espace vectoriel de G. Il n'engendre pas forcément G, mais il engendre un sous-espace vectoriel de G. Alors, ceci est à retenir pour le mot génératrice de grand E. Alors, on généralise la notion de famille génératrice à une famille quelconque, soit maintenant G un sous-espace vectoriel de grand E, j'y reviens, grand F une famille de vecteurs de G, cette fois, au lieu d'être finie, elle peut être quelconque. On dit que grand F est une famille génératrice de G si et seulement si G est l'espace vectoriel engendré par grand F. Voilà pour cette autre définition. Et de même, un cas important est celui où G c'est grand E tout entier. Donc soit grand F une famille de vecteurs de E quelconque, et peut-être infinie. On dit que grand F est génératrice de grand E, si et seulement si, là encore, E est l'espace vectoriel engendré par grand F. J'insiste sur le fait qu'en fait, il suffit d'écrire ici une inclusion. Il suffit de dire que l'espace vectoriel engendré par grand F est grand G. L'inclusion de droite vers la gauche est une évidence. Ce qui est moins évident, c'est G inclus dans vectef. On peut le noter ici, là, G inclus dans l'espace vectoriel. Ici, de même, ce qui est important, c'est E inclus dans l'espace vectoriel engendré dans grand F, puisque l'inclusion réciproque est évidente. Alors, des exemples d'espaces vectoriels engendrés de familles génératrices sont à suivre. Alors, des exemples donc d'espaces vectoriels engendrés de familles génératrices. Dans un espace vectoriel E quelconque, si on prend l'un de ces vecteurs U, vous voyez que l'espace vectoriel engendré par U, c'est K fois U, la droite vectorielle engendrée par U. Là, le vocabulaire se rejoint. U est une famille d'un seul vecteur générateur de cette droite, et on dit que cette droite est la droite engendrée par U. Avec un même type de notation, si on prend plusieurs vecteurs de E, U1, U2 jusqu'à UN, vous voyez que l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ceci, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs s'écrivant comme scalaire U1 plus scalaire U2 plus scalaire UN. Alors, je viens d'effacer R, puisque ici on est dans le cas général, il faut mettre K ici. En effet,
pour faire le lien avec le cours sur les sommes d'espaces vectoriels, ça c'est l'espace vectoriel de tous les vecteurs qui s'écrivent comme constante U1. Là, l'espace vectoriel des vecteurs qui s'écrivent comme constante U2. L'espace vectoriel des vecteurs s'écrivant comme constante UN. Vous voyez qu'en sommant tous les vecteurs, on trouve l'ensemble des vecteurs s'écrivant comme combinaison linéaire de U1 jusqu'à UN, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UN. Alors, un autre exemple, cette fois dans R3, appelons G l'ensemble des triplets X, Y, Z dans la somme des composantes, X plus Y plus Z, est nul. Alors, on sait que G est un sous-espace vectoriel de R3. C'est l'ensemble des solutions d'une équation linéaire homogène. Et ça, on a vu que ça assure que G est un sous-espace vectoriel. Alors, en trouver une famille génératrice, c'est trouver des vecteurs de G qui l'engendrent, au sens où l'espace vectoriel engendré par ceci est G tout entier. Alors, je vous propose moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Remarquez déjà que les deux vecteurs que je vous propose appartiennent à G. Moins 1, 1, 0 a une somme de composantes égale à 0. Moins 1, 0, 1 également. Autrement dit, ces deux vecteurs sont dans G. Mais G étant un espace vectoriel, il contient toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Il contient donc l'espace vectoriel engendré. Cette inclusion-là est presque une évidence. Alors, on pourrait se convaincre que l'inclusion réciproque est vraie, ou aussi raisonner peut-être par équivalence en se disant que l'équation x plus y plus z équivaut avec des techniques de système que nous connaissons bien à y égale lambda, lambda quelconque, z égale mu, mu quelconque, et x égale moins lambda, moins mu. Ce qui équivaut ici à x, le triplet, pardon, x, y, z, x, y, z, égale lambda fois justement moins 1, 1, 0 plus mu fois le triplet moins 1, 0, 1. Autrement dit, un vecteur est dans G si et seulement si ceci est vrai, si et seulement si ce système est vérifié, si et seulement si il existe lambda mu tel que ce système est vérifié, si et seulement si le vecteur x, y, z est une combinaison linéaire de ces deux-là. On a donc bien l'égalité. Alors, toujours dans R3, cherchons une famille génératrice de R3 tout entier. Alors, il y en a une qui est assez évidente. C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. En effet, tout vecteur de R3, x, y, z, s'écrit x fois celui-là, plus y fois celui-là, plus z fois celui-là. Donc, ces trois vecteurs forment une famille génératrice de R3. Alors, on peut en trouver d'autres, des familles génératrices de R3. Je vous propose ici 1, 1, 0, 1, 2, 0 et 2, 3, 1. Ça ressemble beaucoup à un exercice qui est dans le poly. Il s'agit de voir que tout vecteur de R3 s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois objets. Autrement dit, il s'agit de résoudre le système d'équations constante fois le premier, alpha fois, je vais le mettre en vert pour rappeler la double petite étoile. Donc, pour se convaincre de cette égalité, il faut montrer que le système A facteur de 1, 1, 0 plus B facteur de 1, 2, 0 plus C facteur de 2, 3
1 égale alpha, bêta, gamma a des solutions, quel que soit le vecteur alpha, bêta, gamma. L'idée est de montrer que, quel que soit alpha, bêta, gamma choisi, on peut déterminer A, B, C, tel que cette égalité a lieu. Mais cette égalité, regardez qu'elle correspond à A plus B plus 2C égale alpha, à A plus 2B plus 3C égale bêta, et à petit c égale gamma. Ce système, il est presque échelonné. Remarquez qu'il n'y a plus qu'à faire L2 moins L1 et vous aurez un système échelonné. Ce qui signifie que ce système-là a des solutions, quel que soit alpha, bêta, gamma. Je vous le laisse faire, mais vous voyez qu'après la substitution L2 remplacée par L2 moins L1, il vient 2B moins B, il vient 1. Donc on va avoir trois pivots, donc trois éléments non nuls sur la diagonale, ce qui montre que ce système admet des solutions pour tout alpha, bêta, gamma. Autrement dit, pour tout alpha, bêta, gamma dans R3, on peut trouver A, B et C tel que cette égalité est vraie, c'est-à-dire tel que alpha, bêta, gamma est une combinaison linéaire des trois vecteurs qui sont ici. Nous avons donc montré cette égalité. Alors, on voit que les deux familles qui sont ici sont différentes, mais elles sont toutes les deux génératrices de R3. Alors, on verra, mais bien plus loin, que ce n'est pas un hasard qu'elle ait le même nombre de vecteurs. On verra que toute famille génératrice de R3 possède 3 vecteurs. Ce sera la partie espace vectoriel de dimension donnée. Ici, dimension 3, bien sûr. Alors, terminons notre exemple dans K de x. Je vous rappelle que K de x désigne l'espace vectoriel des polynômes à coefficients dans K. Je vais reprendre un sous-espace vectoriel bien connu, celui qu'on a de Kn de x, l'ensemble des polynômes de K de x dont le degré est plus petit que n. Alors, je pense qu'il est assez clair que Kn de x est l'espace vectoriel engendré par les puissances de x jusqu'à n, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par 1 x carré jusqu'à xn. De même, K de x, alors là, c'est pour ça qu'on a fait une distinction dans le cours entre les familles finies. Ici, ça c'est une famille finie génératrice de Kn de x. Ici, pour engendrer K de x, il faut un nombre infini de vecteurs, x carré, et là, ça ne s'arrête jamais. Alors attention, des familles génératrices, ce n'est jamais unique. Par exemple, si on se place dans K3 de x, bon, on vient de voir juste au-dessus que c'est l'espace vectoriel engendré par 1, x carré et x cube. Mais on pourrait voir que c'est aussi l'espace vectoriel engendré par 1, x plus 1, x carré plus 2x, x carré plus x cube. Alors regardez, je ne fais pas ça tout à fait au hasard. Je sais, et on va démontrer un peu plus tard, que pour qu'une famille soit génératrice, il faut qu'elle contienne des vecteurs de chaque degré, ou en tout cas des vecteurs qui permettent de former des vecteurs de tous les degrés. Ici, j'ai pris un vecteur de degré 3, de degré 2, de degré 1 et de degré 0, donc je suis sûr que ma famille est génératrice. Remarquez qu'une autre façon aussi de dire que c'est pas unique, c'est qu'on peut ajouter des choses. Si ici je rajoute x carré plus 2, ça ne va pas changer le caractère générateur. Alors ça, c'est quelque chose que l'on verra plus tard, mais les 4 premiers éléments ici étant déjà générateurs,
le fait d'en rajouter un autre ne change pas le caractère générateur de K3 de X. Alors, voilà pour ces quelques exemples. Vous voyez que cette notion d'espace vectoriel engendré joue un rôle central. Alors, nous allons terminer ce paragraphe en donnant les propriétés générales des espaces vectoriels engendrés. Alors donc, dernier point, propriété des sous-espaces vectoriels engendrés. Une proposition, soit A et B, deux parties de E. Alors, dans l'immense majorité des cas, ce sera des familles finies, voire des familles indexées par grand N. J'ai pris A et B parce que c'est le cas le plus général. Alors, les propriétés suivantes sont à peu près évidentes. A est inclus dans l'espace vectoriel engendré par A, puisque l'espace vectoriel engendré par A est le plus petit sous-espace vectoriel contenant A, il contient A. Alors, quand est-ce que A est l'espace vectoriel engendré par A? Eh bien, si et seulement si, justement, A est lui-même un sous-espace vectoriel. Alors, troisième point, on l'a déjà utilisé, ça, et c'est très utile. Si F est un sous-espace vectoriel de E et qu'il contient une partie A, alors il contient l'espace vectoriel engendré par A. On a vu que si F contient des vecteurs, il contient toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs, donc l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Enfin, si A est inclus dans B, tous les vecteurs de A sont des vecteurs de B, donc toutes les combinaisons linéaires de vecteurs de A sont des combinaisons linéaires de vecteurs de B, ce qui assure que l'espace vectoriel engendré par A est inclus dans l'espace vectoriel engendré dans B. Voilà pour cette première proposition. Je vous en donne une dernière et on termine le cours. Alors, proposition, soit grand F et grand G, deux sous-espaces vectoriels de E. La proposition a pour but de faire un lien entre la notion d'espace vectoriel engendré et la notion de somme. Alors, elle s'écrit de cette façon, F plus G est l'espace vectoriel engendré par F union G. En fait, on avait vu que, sauf si F est inclus dans G ou G est inclus dans F union G, lui, n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si ce n'est pas un sous-espace vectoriel, quel est le sous-espace qui l'engendre? La réponse est là, c'est F plus G. Alors, faisons la preuve. D'abord, il est clair que F est inclus dans F plus G. Si vous voulez vous en convaincre, vous prenez un vecteur X dans F et vous l'écrivez X plus 0. X est dans F et 0 est dans G, donc X est dans F plus G. De même, G est dans F plus G. Pour vous en convaincre, prenez un vecteur Y qui est dans G, vous l'écrivez 0 plus Y, Y est dans G, 0 est dans F, donc Y est dans F plus G. Si à la fois F et G sont inclus dans F plus G, on a F union G inclus dans F plus G. Mais on sait que F plus G est un sous-espace vectoriel. Alors, dans la proposition précédente, il y avait un point qui nous dit que si un sous-espace vectoriel contient une partie, il contient l'espace vectoriel engendré par celle-ci. Donc vous voyez ici, on a une partie qui n'est d'ailleurs pas un sous-espace vectoriel, inclus dans un sous-espace vectoriel. Donc l'espace vectoriel engendré par cette partie est inclus dans l'espace vectoriel F plus G. Alors, il nous reste à montrer l'inclusion réciproque. Prenons un vecteur X dans F plus G. X s'écrit X1 plus X2, où X1 est un élément de F, et X2 est un élément de G. Alors, il suffit de modifier extrêmement peu cette expression pour écrire le fait que ce vecteur X est une combinaison linéaire
d'éléments de f union g. C'est tout simplement 1x1 plus 1x2. Le x1 qui est là, il appartient à f, donc il appartient à f union g. Et le x2 qui est là, il appartient à g, donc il appartient à f union g. Donc vous voyez que x est une combinaison linéaire de deux vecteurs de f union g, ce qui nous assure que x appartient à f union g. On en déduit que f plus g est inclus dans l'espace vectoriel appartenant l'espace vectoriel engendré par f union g. Attention, ici, j'ai écrit x appartient à f union g. C'est évidemment x appartient à l'espace vectoriel engendré par f union g. Alors, avec ces deux inclusions là et là, nous avons notre preuve. Alors, une généralisation, et qui est la proposition terminant le polycopié. Hop. Si A et B sont des parties de E, alors l'espace vectoriel engendré par A plus au sens somme de sous-espaces vectoriels, hein. L'espace vectoriel engendré par A plus l'espace vectoriel engendré par B, c'est l'espace vectoriel engendré par A union B. Je vous laisse regarder la preuve dans le polycopié. Alors voilà pour ce cours assez long. Comme me l'a demandé l'un d'entre vous, c'est Pierre. Je vous signale que pour la prochaine fois, c'est le point numéro 5 sur les familles libres et les bases qu'il faut étudier et sur lequel portera la vidéo. À bientôt!